Merci beaucoup. Alors, mon souci est de savoir comment me limiter, puisque théoriquement on n'a que 5 à 10 minutes, donc on va essayer d'être bref. Je vais surtout vous parler des propositions qui ont été faites par la commission environnement du Club des juristes, commission environnement que j'ai le plaisir d'animer, de présider, qui regroupe une petite quinzaine de juristes en droit de l'environnement, et nous avons fait un rapport sur l'efficacité du droit international de l'environnement. Parallèlement à la COP21, l'idée c'est que tous les États du monde entier se réunissaient à Paris pour signer un accord, c'est bien, mais d'une manière générale, que valent ces traités et que valent en particulier ces traités en matière environnementale? C'est donc un petit diagnostic. Alors, je pourrais vous en parler pendant 1h30. Je vais tout de suite, c'est sans doute la chose la plus importante de mon intervention, vous recommander d'aller sur le site internet du Club des juristes, www.leclubdesjuristes.com. Et là, si vous tapez mon nom, par exemple, et sur Google avec le Club des juristes, vous allez tomber tout de suite sur la page où se trouve le résumé du rapport, et vous pouvez même télécharger le rapport, et vous pouvez le télécharger en français et en anglais. Il y a même une version espagnole des résumés du rapport, donc ce sera le plus simple. Alors, je vais en fait surtout vous parler d'une des propositions de ce rapport, qui est un projet de pacte international pour l'environnement. Avant d'en venir aux grandes lignes de ce projet, puisqu'il me reste sans doute 7 minutes, je vais simplement tout de même le resituer dans le contexte du rapport lui-même, puisque ce projet n'est qu'une des 21 propositions, c'était la COP21, on a fait 21 propositions de ce rapport. C'est donc un rapport qui essaye de faire modestement, avec humilité, pour reprendre la recommandation de Nicolas Hulot, avec humilité, un petit diagnostic, un état des lieux sur le droit international de l'environnement. Et ce rapport part d'abord d'un constat, et je crois qu'il est important de le rappeler dans le cadre de cette table ronde, c'est le besoin de normes internationales, à l'échelle internationale. Pour régler les problèmes environnementaux, évidemment, les problèmes environnementaux ne connaissent pas les frontières, pas la peine de les énumérer, biodiversité, climat, etc. Donc, évidemment, les territoires écologiques ne sont pas les mêmes que les territoires juridiques, voire politiques. De ce simple constat, d'ailleurs, on peut en déduire le champ de réflexion qui est devant nous pour des dizaines d'années. C'est comment repenser les territoires juridiques et politiques, comment bâtir de nouveaux systèmes politiques et de nouveaux systèmes juridiques pour répondre à ces préoccupations. Il y a l'environnement, mais d'ailleurs, il y aurait d'autres préoccupations économiques, etc., qui montrent qu'il faut un peu dépasser le cadre de l'État-nation. Donc ça, c'est le constat de départ, un besoin de normes à l'échelle internationale. Et du coup, nous, les juristes, on se demande, et c'est vrai que c'est un rôle modeste, mais quand même important, est-ce que tout ça est efficace? Et la réponse est non, ça n'est pas très efficace. Le droit international de l'environnement, évidemment, il y a de très nombreuses conventions internationales dans ce domaine, hein, il y a plus de 500. Mais est-ce qu'elles sont efficaces? On a repéré deux grandes difficultés, faiblesses, voire échecs, un petit peu sévères, mais échecs du droit international de l'environnement. Premier échec dans le processus de décision, à la négociation. On voit toute la difficulté de mettre d'accord 195 États. C'est un processus de décision un peu fou quand même, hein, au regard de l'urgence des décisions à prendre. Hein. Tout à l'heure, ce matin, Sébastien Mabille, qui va parler, me citait l'exemple du Titanic, c'est tout à fait ça. On est dans un bateau qui va face à un iceberg et on réunit tout le monde et on discute pour savoir ce qu'on va décider. Et alors, voilà, de temps en temps, ça marche. Le plus souvent, si ça marche, c'est parce qu'on a adopté des traités peu ambitieux ou pas trop contraignants. Et puis souvent, ça ne marche pas. C'est l'échec de Copenhague, c'est le protocole de Kyoto, d'où de nombreux États étaient absents, à commencer par les États-Unis. Voilà. Donc, difficulté dans la négociation et surtout difficulté dans l'application. Le droit international de l'environnement est très mal appliqué. Très peu de comités de suivi avec de véritables pouvoirs de décision. Quasiment aucune justice internationale dans ce domaine. La justice internationale, de toute façon, est facultative. Donc on signe de beaux textes, mais on espère surtout qu'ils ne seront pas contraignants.
Voilà le diagnostic, et ensuite une série de propositions qui ont une pierre angulaire, une clé de voûte, ça a été souvent relevé ce matin, et c'est notre fil directeur, c'est le rôle de la société civile. Le droit international traditionnel de nos grands-pères du XIXe siècle repose sur des concepts qui peut-être sont dépassés et qu'il nous appartient de revisiter. Concept de souveraineté, la souveraineté absolue de chaque État n'est plus en phase avec le rôle des acteurs non étatiques aujourd'hui, et dedans on peut mettre à la fois les ONG, les entreprises, les collectivités territoriales, les peuples autochtones, etc., etc. Il faut repenser le droit international de demain en donnant plus de place à ces acteurs non étatiques. C'est le fil directeur, et on fait toute une série de propositions. Je passe sur ces propositions. Il y en a une, je ne sais pas combien de temps il me reste, dont je voudrais parler, 5 minutes c'est parfait, ou 4. C'est donc le pacte international pour l'environnement, qui serait justement un peu, disons, le fondement du rôle de la société civile et des individus et des acteurs non étatiques dans ce domaine, pour le fonder en droit international. En 2 mots, et je signale tout de suite d'ailleurs, parce que ça montre qu'on peut avoir un petit espoir qu'un jour ce pacte international vienne sur le devant de la scène et soit à l'agenda de l'ONU, c'est que le président Laurent Fabius, vous avez tous le souvenir de son rôle vraiment très actif dans la réussite de l'accord de Paris, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et qui maintenant est président du Conseil constitutionnel, a vu cette proposition et il souhaite s'y engager totalement en tant que président du Conseil constitutionnel, mais comme il souhaite poursuivre son action en matière environnementale. Et donc on va travailler ensemble, et on a de bons espoirs que, compte tenu de son aura internationale, ça donne un certain écho à cette proposition. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un 3e pacte. Pourquoi le 3e? Les juristes parmi vous savent qu'il y a 2 pactes de 1966 et qu'il s'agirait ici de compléter avec un 3e élément du triptyque. Je rappelle en 2 mots que, un petit rappel du contexte sur ces 2 pactes de 1966. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est une simple déclaration sans aucune valeur juridique obligatoire. Très importante sur le plan politique, symbolique, mais aucune valeur juridique obligatoire. Je ne peux pas, moi, comme avocat, l'invoquer devant un juge. Cette déclaration n'a aucune valeur. D'où les 2 pactes de 1966, qui sont la transposition juridique. Ce sont 2 traités, de vrais traités, des treaties peut-être, au niveau du droit américain, à valeur obligatoire. Et ça change tout. Parce que du coup, on peut les invoquer devant un juge. Alors on a divisé les sujets en 2. Il y a un pacte premier sur les droits civils et politiques, et un 2e pacte sur les droits économiques et sociaux. Il y en a donc 2 pactes qu'on peut invoquer devant un juge. Et l'idée, ce serait de partir de toutes ces déclarations diverses et variées, qui sont aussi très utiles. On a encore un projet de déclaration avec maintenant la déclaration qui vient de l'UNESCO, mais il y en a beaucoup d'autres, et surtout, et à commencer par la déclaration de Rio, et de transposer ces grands principes qui font l'objet d'un consensus pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui dans un texte qui serait un texte juridique, un vrai traité à valeur obligatoire qu'on pourrait invoquer devant un juge. Et si nous, les juristes, à la limite, c'est vrai que ce n'est pas notre rôle d'indiquer les objectifs, c'était plutôt la table ronde qui précédait, qui montre le bout du chemin. Nous, en revanche, notre boulot, c'est de montrer le chemin pour les atteindre, ces objectifs. Et là, il y a un moment où ça doit venir. J'allais dire que comme avocat aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça se finit toujours devant un juge. Et il faut que ça puisse se finir devant un juge, parce qu'à un moment, on se fixe des objectifs, mais il y en a toujours un qui ne va pas les respecter. Donc il faut pouvoir le traîner devant des juridictions. Et ça, c'est le rôle d'ailleurs des ONG. Et pour pouvoir le traîner devant les juridictions, il faut un vrai traité. Ça serait ce pacte international pour l'environnement qui pourrait être adopté par l'ONU et ouvert à la signature des États, et qui reste à rédiger. C'est une affaire de 3, 4, 5 ans. Pourquoi pas rêver un peu? Moi, je pense que ça a de bonnes chances d'arriver un jour à l'agenda de l'ONU. Alors, voilà, c'est un outil parmi d'autres. Et je serais très heureux, d'ailleurs, de recueillir toutes les suggestions des personnes présentes dans la salle, ou pendant les débats, ou bien plus tard. Vous pouvez facilement me contacter par email au cabinet Brodin-Pratt. Vous retrouvez Brodin-Pratt facilement sur Internet avec mon adresse email. Voilà, merci à tous.